Voilà, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Florian, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. On est heureux de vous accueillir sur nos chaînes, enfin nos chaînes, non, nos pages Facebook plus exactement respectives, pour ce deuxième exercice, puisqu'on l'avait fait, je crois, il y a à peu près 2 semaines. Ça vous avait beaucoup plu, ça avait bien marché. Donc on va refaire à peu près la même chose. On va vous parler un petit peu, on va échanger entre nous sur la crise du moment. Et puis ensuite, on va prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en dessous. On les prendra en direct et puis on y répondra tout simplement. Voilà, en tout cas, moi, je suis très heureux de faire de nouveau cet exercice. On a beaucoup de choses à dire puisque nous entamons demain la 6e, j'ai compté, la 6e semaine de confinement. Nous terminons notre 5e semaine demain. Et ce qui, moi, mais là, je vais lancer le débat tout de suite et Nicolas, tu pourras rebondir si tu le souhaites. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a passé 5 semaines pour rien, parce que j'ai le sentiment qu'on n'a pas avancé d'un iota dans la préparation du déconfinement, dans la préparation de cette phase extrêmement délicate, qui sera celle de l'après 11 mai, et qu'on n'a pas avancé ni sur les masques, ni sur les tests, ni sur les problématiques des frontières, des traitements, etc. Ce qui, moi, personnellement, comme beaucoup de Français, je crois, m'inquiète beaucoup, notamment cette perspective qui me semble folle de remettre nos enfants à l'école, au collège ou au lycée dès le 11 mai. 5 semaines pour rien, pas de préparation, pas d'anticipation, pas de prévention pour casser la dynamique malheureuse de l'épidémie avant le déconfinement, parce qu'on ne va pas tout commencer le 11 mai, il faut préparer bien avant. Et ça, à mon avis, c'est une des grosses déconfitures de ce gouvernement qui paraît jour après jour de plus en plus inquiétant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais... Écoute, j'ai le même avis. Ce qui est terrible dans la situation que nous vivons, c'est qu'on aimerait donner des bonnes nouvelles. J'entendais, je ne sais plus quel journaliste qui disait « oui, vous critiquez », mais on rêverait de ne pas critiquer. Moi, je rêverais, je peux vous assurer, d'avoir une autre vision des choses. Mais en l'occurrence, la situation est catastrophique parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est que 5 semaines, pourquoi ? Pour avoir bloqué les choses, mais sans que le gouvernement en profite pour réparer déjà les erreurs qu'il avait commises. Or, dans la vie, on peut être con une fois, pardonnez-moi l'expression un peu vulgaire, ou stupide une fois, mais on peut difficilement l'être 2 fois. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné dans les derniers jours, c'est que je n'avais pas remarqué à ce point le décalage dans le nombre des victimes entre notre pays et des pays tout proches comme la Pologne, 300 morts, on en est à 20 000. Israël, 140 morts ou 180. La Russie, moins de 200. Et le Portugal, qui est tout près pourtant de l'Espagne. Et ce qui m'est insupportable aujourd'hui et qui me met vraiment en colère, c'est la manière dont on endort les Français à la télévision en comparant toujours au pire et non pas au meilleur. Et comme si, en fait, il y avait une sorte de fatalité. On est revenu dans une sorte de Moyen-Âge. En vérité, on s'aperçoit que les pays qui ont pris les mesures que l'on proposait, toi comme moi, contrôle des frontières, production nationale de masques, production nationale de tests, en Allemagne, dès le 15 janvier. L'industrie s'est mise en rapport avec les laboratoires. Et puis ensuite, traitement, même si je ne suis pas médecin et je ne peux pas dire que la chloroquine marche, mais enfin c'est curieux. Beaucoup de pays, le Maroc, Israël, les États-Unis, commandent des doses et l'appliquent. Bref, on s'aperçoit que les mesures qu'on a proposées, qui ont été mises en place très tôt dans des pays, marchent. Et que chez nous, ces mesures font même débat. C'est insupportable. Et surtout, c'est inquiétant parce que le nombre de victimes s'allonge, s'aggrave. Ce sont des familles brisées. Et nous, on voit un gouvernement qui est incapable. Ce matin, il y avait la réunion des présidents de partis. Alors, ils ont mis une barre à 6 députés inscrits. Et je remercie José Evrard, député patriote, de s'être inscrit avec moi pour me permettre d'avoir les 6. Je t'en remercie. Je remercie José. Mais tu n'as rien perdu parce que ne s'est rien passé. On a eu 2. D'abord, le Premier ministre a dit « Vous avez vu ma conférence de presse d'hier, donc j'ai rien d'autre à vous dire ». Alors ça, on avait vu, oui. Et je pense que les Français qui ont eu le courage de regarder au bout ont compris le désastre gouvernemental. Et ensuite, on a posé des questions. Aucune réponse. Aucune réponse sur les frontières nationales pas contrôlées, sur le nombre de tests par rapport à l'Allemagne, sur le nombre de production de masse, sur
le nombre de lits de réanimation qu'il faudrait augmenter pour anticiper quand même le retour, j'allais dire, à la normale. Parce que les gens qui sont malades habituellement et les opérations qui ont été décalées, on ne va pas les décaler éternellement. Rien, aucune réponse. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe dans le pays. Voilà ce que je peux dire, où j'en suis. Oui, juste rebondis, ce n'est pas le cœur du sujet, mais sur cette réunion de ce matin, effectivement, ce changement de règles en cours de route, ce qui fait que nous, les Patriotes, on n'a pas pu y être. Alors c'est vrai qu'on a en quelque sorte un peu uni nos forces grâce à José Évrard, que je remercie, que j'ai contacté et qui a participé à renforcer ton contingent. Mais donc tu as pu y être et c'est une très bonne chose. Mais d'autres forces également ont été exclues de cette réunion. Il n'y a pas que les Patriotes. C'est assez hallucinant, quoi. À un moment où le président de la République ne cesse de nous dire qu'il faut faire l'union nationale, qu'il va écouter toutes les composantes de la société française, on commence par exclure certaines voix, certains partis politiques. Bon, tout cela n'est pas responsable. Et par ailleurs, ceux qui posent des questions, tu le disais, on ne leur répond pas, on les méprise. Moi, je trouve ça insupportable. Sur le fond du problème, je suis d'accord avec toi, on est effrayé. Tu dis, on se regarde et on voit le nombre de morts par rapport à d'autres pays. C'est simple, aujourd'hui, on est 4e pays qui s'en sort le plus mal en termes de nombre de morts par habitant, parce que c'est ce qu'il faut regarder. Hein. On nous parle sans arrêt dans les médias des États-Unis en disant, regardez, ils ont 35 000 morts. Oui, mais aux États-Unis, ils ont 330 millions d'habitants. Et en fait, si on rapporte par nombre d'habitants, ils ont 2,5 fois moins de morts qu'en France. Voilà, pour le moment. Hein. On est juste dépassé, si je peux dire, dans ce sombre palmarès par l'Espagne, la Belgique et l'Italie pour le moment. Enfin bon, on est tout près. Et c'est vrai que des pays, même la Grèce, je crois qu'il y a une centaine de morts. Alors c'est vrai que la Grèce, elle a pris des mesures dès qu'il y avait un mort, confinement. Et puis hydroxychloroquine massive. Alors moi non plus, je ne suis pas médecin, mais je constate comme toi que le Maroc, le Sénégal aussi, c'est quand même pas un pays riche, le Sénégal, c'est un pays pauvre. Pour le moment, il y a eu des enquêtes là-bas. Ils s'en sortent mieux que la France. C'est quand même assez hallucinant. Tant mieux pour eux, mais c'est quand même hallucinant et désastreux pour nous de voir qu'on ne produit pas de masques. Je crois que tu citais dans une vidéo récente que j'ai vue, tu disais le Maroc produit 5 millions de masques par jour. Hier, Véran nous a présenté fièrement la production nationale française. On en est à 8 millions par semaine. Et la semaine dernière, c'était déjà 8 millions par semaine. Et la semaine d'avant, c'était 7 millions par semaine. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, on a gagné 14% de production. À ce rythme-là, on ne va pas s'en sortir du tout. D'autant que les importations chinoises vont mettre 2 ans pour arriver. Ça a été révélé par Mediapart. Sur les frontières, elles ne sont toujours pas fermées, je te le confirme. Moi, j'ai mes amis à Forbach qui me disent mais nous, on ne peut pas aller en Allemagne, ce qui paraît logique. Par contre, les Allemands, ils viennent. Ils viennent faire leurs courses, etc. Et donc, peut-être sont-ils vecteurs aussi de maladies. Nous, on ne contrôle rien du tout. Et on se refuse par idéologie à contrôler. Je citais aussi... tout à l'heure, c'était cette info qui m'avait échappé, mais qui est quand même très significative. Le 1er février, 25 pays de Schengen arrêtent les visas avec la Chine. Il y en a un seul qui ne le fait pas, c'est la France. Là, si on me dit que ce n'est pas de l'idéologie, je ne sais pas ce que c'est. C'est de l'idéologie, donc c'est de l'irresponsabilité. Alors, moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est qu'on va se retrouver le 11 mai. Ce qu'ils n'ont pas fait en 5 semaines, je n'ai pas l'impression qu'ils le feront en 3 semaines, d'autant qu'ils nous promettent un plan de déconfinement dans 2 semaines, donc c'est-à-dire quelques jours seulement avant que ça n'arrive. On va se retrouver ce jour-là. Je pense aux écoles, peut-être qu'on pourrait en parler. Moi, je conseille aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Je suis désolé. On ne peut pas aujourd'hui, sans masque, sans test, sans stratégie, envoyer comme ça les gamins à l'école primaire, au collège et au lycée. C'est un peu les envoyer à l'abattoir. Je ne veux pas dramatiser, mais je suis désolé. Quand on n'a pas de capacité de protéger sa population, alors il est irresponsable de rouvrir comme cela, dès le premier jour du déconfinement, les écoles. D'ailleurs, aucun pays ne fait ça. Généralement, l'ouverture des écoles et des classes, ça intervient un peu après. De toute façon, l'année scolaire est bientôt terminée, donc il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Donc je me dis, s'ils gèrent aussi mal la crise sanitaire, j'imagine même pas comment ils vont gérer ensuite la crise économique et la crise sociale, qui est aussi une crise sanitaire, parce que derrière une crise économique et une crise sociale, il y a des dégâts humains, il y a des morts aussi. Je ne sais même pas comment ils vont la gérer. Je pense que là, ça va être encore plus folklorique et encore plus catastrophique. Juste un petit point d'espoir sur la chloroquine. Il y a un recours très intéressant qui est en passe d'aboutir devant le Conseil d'État par un avocat à Marseille qui s'est rendu compte qu'en fait, le décret de début avril qui interdit à la médecine de ville de prescrire l'hydroxychloroquine et l'azithromycine
en fait, est illégal, manifestement, parce que ce genre de prescription, ce genre de recommandation par l'État ne peut venir que d'une loi et non pas du pouvoir réglementaire et d'un décret. Et donc, il y a un recours pour excès de pouvoir. Ça, c'est important. Voilà, qui est accepté, qui est en cours d'étude par le Conseil d'État. Et normalement, si c'est bien le cas, le Conseil d'État ne peut que censurer ce décret puisque ça devrait être une loi. On verra si le gouvernement en tirera les conséquences. De toute façon, il nous parle en permanence de Raoult pour le critiquer, pour le dézinguer, mais ils n'ont qu'à faire un essai clinique pour vérifier ce qu'il propose. Or, dans aucun essai clinique, ni Discovery, ni le CHU d'Angers, ni le CHU de Montpellier, son protocole n'est vérifié dans les conditions que lui demande et que lui recommande. Donc c'est quand même assez hallucinant. On lui demande de prouver quelque chose qu'on ne souhaite pas prouver. Moi, je ne sais pas ce que ça cache derrière tout ça. Je ne suis pas du tout dans le complot ou quoi que ce soit. Je pense tout simplement qu'il y a des intérêts financiers tout bêtes qui font partie de la réalité la plus sombre de la vie, sans qu'on ait besoin de parler de complot. Je pense que c'est tout simplement ça. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, les pays qui avancent sont des pays qui ont des stratégies claires et nettes, et pas forcément des pays plus riches que la France, ce sont aussi des pays plus pauvres. Et nous, on a le gouvernement le plus nul au monde. Moi, je suis désolé, je pense qu'on a le gouvernement qui gère le plus mal la crise dans le monde. Écoute, moi, j'ai rien à ajouter, si ce n'est deux choses, moi, qui m'inquiètent énormément. En fait, c'est l'idéologie. Ils n'ont pas changé d'idéologie. Ils ne peuvent pas concevoir de contrôler une frontière. On est le seul pays qui ne contrôle pas les arrivées dans les aéroports. Or, il y a quelques vols. Ce matin, il y avait 2 vols qui n'ont pas été contrôlés. Deuxième point, ils se refusent à des réquisitions d'usines. Or, on ne pourra augmenter la production de masques que si on investit dans l'usine. Et le fait que le maire ait refusé la nationalisation ou la reprise de l'usine Luxfer de bouteilles d'oxygène est tout à fait symbolique. En fait, ils ont des schémas mentaux. Pour la 5e fois, il ne m'a pas répondu sur la pharmacie centrale des armées, qui est cet organisme qui, en temps de guerre, produit des médicaments. Il suffit de la remettre en marche. D'ailleurs, je crois qu'elle fonctionne. Je n'ai jamais pu avoir une réponse. J'ai reposé la question. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, je vous ai 4 fois posé la question. Je vous ai écrit une lettre, vous ne m'avez pas répondu. Oui ou non? Pourquoi? En fait, je pense qu'ils ne veulent pas remettre l'État comme opérateur en temps de guerre, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas soit mécontenter peut-être les laboratoires pharmaceutiques, soit mécontenter le fabricant de bouteilles d'oxygène qui est en Angleterre et qui a une stratégie mondialisée. C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'en fait, ils se mettent des interdits mentaux. Et je pense que s'ils n'agissent pas, c'est aussi pour ça. La chloroquine, je pense objectivement maintenant, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre que des intérêts, car il a quand même fait venir hier Madame Adair, qui est responsable du programme Discovery, qui nous a expliqué tout le monde allait être mis à égalité. Or, dans le programme Discovery, le protocole Raoult n'est pas étudié. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je ne juge pas le professeur Raoult, je ne suis pas un ami du professeur Raoult, je n'ai pas été soigné par le professeur Raoult, mais je trouve ça hallucinant. Bref, donc il y a des interdits, des intérêts et la bureaucratie. Alors, idéologie, conflit d'intérêts, bureaucratie, ça donne une débâcle. Et la nouvelle débâcle qui arrive, c'est les écoles. Donc moi, je pense qu'il faut lancer un appel solennel aux parents en disant ne mettez pas vos enfants à l'école. Je sais que c'est une contrainte, pour les parents. Je sais que c'est pas facile, mais en fait, ils vont culpabiliser les parents, notamment les gens qui vont être obligés de retravailler en disant mais voyez, à l'école, vous avez qu'à mettre vos enfants. Donc, ils vont mettre les parents dans un cas de conscience terrible. Soit je retravaille pour vivre, soit je me fâche avec mon entreprise, soit je garde mes enfants. Donc, c'est très grave ce qui est en train de se produire. Ils sont en train de mettre les parents dans des situations horribles. Donc, ça veut dire que moi, je pense qu'il faut faire le déconfinement d'abord. Dans un premier temps, il faut aller vers le déconfinement. Alors, il y a un appel qui me casse les... Pardonnez-moi. Il y a un appel, ce qui fait que ça coupe l'écran. Il faut le déconfinement progressif, commencer par la population, ceux qui travaillent en leur donnant des masques, en les testant, et dans un deuxième temps, à 1 mois après ou 2 mois, voir ce qu'on fait pour accueillir peut-être des enfants même pendant l'été, voir comment on peut faire dans des centres de loisirs pour que les parents puissent retravailler. Mais les pays qui ont fait le déconfinement, je pense à l'Autriche, ont d'abord fait le déconfinement de la population avant d'ouvrir les écoles. À Hong Kong, les écoles sont toujours fermées. Enfin, c'est complètement dément de nous dire
il faut être très prudent, il faut des gestes barrières, ça va être très difficile. Je ne sais pas si tu as vu hier la conférence de presse. Pendant 3/4 d'heure, j'ai pensé d'ailleurs même qu'il avait abandonné l'ouverture des écoles, tellement le discours était précautionneux. Et puis, à la fin, on change d'argumentation parce que le président de la République a dit une chose stupide à la télévision. On va obéir stupidement au chef et on va ouvrir les écoles où un gamin de 6 ans ne pourra pas observer les gestes barrières. Enfin, c'est tellement con, c'est tellement incroyable. Et les gens l'ont compris. Enfin, moi, j'ai eu des appels de gens de ma circonscription qui m'ont dit « mais là, on ne comprend plus rien, quoi. On ne comprend plus ». Donc, je pense qu'il faut appeler les parents, surtout à ne pas mettre leurs enfants, et puis il faut relayer toutes les initiatives possibles pour avoir des masques et des tests, et faire pression sur le gouvernement. Voilà. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent, qui sont nombreux, à écrire, qu'ils écrivent aussi aux chaînes de télévision, en leur disant « on n'a plus envie de vous regarder parce qu'on entend toujours la même chose ». Madame Lacombe, ça fait 15 fois qu'on la voit à la télévision. La professeure Lacombe, voilà. Voilà. Ce sont d'ailleurs pas des médecins, ce sont des professeurs qui vont jamais soigner personne et qui passent à la télé toute la journée. Oui, ce sont des médecins de plateau de télévision ou des médecins de cour d'ailleurs, parce que ce sont les courtisans du pouvoir. Ils sont là pour relayer la communication parfois idiote du gouvernement. J'entendais même ce matin, je ne sais pas si tu l'as entendu sur France Info, il y avait la fameuse Sibeth Ndiaye, la fameuse bien nommée, qui nous expliquait à une question du journaliste, est-ce que les gens qui seront isolés, s'ils sont malades ensuite dans des hôtels, puisqu'on en a parlé hier en conférence de presse, sans que ce soit très clair non plus, c'était très flou, mais bon, c'est vrai qu'on peut mettre des gens malades à l'hôtel pour les isoler, est-ce qu'ils devront payer leur chambre d'hôtel? On attendait à ce qu'elle balaye quand même la question. Ah ben non, on a dit peut-être. Peut-être. C'est-à-dire que bon, d'abord, elle n'avait pas de réponse, ce qui montre le niveau d'impréparation, comme d'habitude, du gouvernement. Mais imaginez que les gens qu'on isole à l'hôtel aient à payer leur chambre d'hôtel. Non, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez effarant. Sur le schéma idéologique, je pense que c'est très important parce que ça conditionne ce qui se passe sur les frontières, ce qui se passe aussi sur la production nationale, ce manque de réquisition, alors qu'on a quand même encore une industrie textile ou de papeterie d'ailleurs spécialisée aussi en France. Il y a une PME dans le département de l'Essonne, que peut-être que tu connais, qui s'est proposée. Elle fait 15 millions de masques par mois. Et elle a des masques normes AFNOR. Voilà. Donc, lui, l'administration française lui a dit non. Alors qu'en plus, il respecte les normes, on ne comprend pas. Et elle n'a pas compris, on ne comprend pas. Ça, c'est hallucinant. Je crois que là, il y a vraiment un verrou idéologique. Et pour l'après, quand on va devoir affronter le verrou idéologique gigantesque que représente l'Union européenne et toutes ces règles stupides, etc., parce que les commissaires européens sont déjà en train de dire dans des interviews que attention, on va revenir progressivement vers les règles orthodoxes de l'Union européenne, il n'y a pas de souci sur les aides d'État, sur tout le reste, sur la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises, on va revenir à tout ça. Comment ce gouvernement qui est complètement imprégné d'idéologie européiste va affronter ce problème-là? Moi, c'est aussi quelque chose qui me fait très peur parce qu'on voit qu'ils ne sont pas capables de dépasser ça pour l'intérêt national. Ils en sont parfaitement incapables, quitte à mettre en danger leur propre peuple. C'est quand même ça le plus dramatique et le plus coupable dans cette affaire. Donc voilà, on va peut-être commencer à prendre, si ça te va, Nicolas, on peut commencer à prendre des questions. Oui, on peut commencer à prendre des questions parce que je pense que tout le monde connaît notre point de vue maintenant. Voilà. Et donc, nos propositions. Stimulez-nous par vos questions. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que tu as comme question? Moi, je ne les vois pas sur l'écran, mais on me les envoie. Alors, est-ce qu'on peut m'envoyer des questions? Voilà. Parce que je ne vois pas tout non plus sur l'écran ici. Il y a Sébastien qui demande les Allemands ont su gérer la crise, honte à la France. Et il y a Nicolas qui dit vous auriez fait quoi? Écoutez, moi je renvoie aux vidéos. Le 27 janvier, j'ai fait une vidéo demandant l'interdiction des vols de Chine. Voilà. J'ai fait une vidéo demandant la production de médicaments. Parce que le ministre a quand même reconnu hier à la télévision qu'on manquait de médicaments dans nos services de réanimation. On a fait toutes les propositions. Enfin, je veux dire que c'est pas sorcier, c'est pas très compliqué. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile, mais c'est difficile, mais pas compliqué. Des pays avec un État, une nation, des frontières, des réflexes en fait de protection l'ont fait. Voilà. La Grèce, le Portugal, l'Islande, l'Allemagne même, dans une certaine mesure, la Russie, Israël, le Maroc. Enfin, c'est quand même stupéfiant. Mais en fait, c'est le symbole de la destruction de l'État, de la destruction de la nation et de l'incapacité à concevoir la cohésion du peuple. Juste une parenthèse,
à l'Assemblée nationale, c'était vendredi, c'était intéressant. En fait, ils ne raisonnent pas en tant que peuple. Il y avait la secrétaire d'État là, auprès de Le Maire, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette inspectrice. Voilà. Et alors, quand on a proposé qu'il y ait un impôt de solidarité sur la fortune pour quand même que les plus aisés cotisent, quand même, j'ai proposé que les parlementaires et les ministres retirent 16% de leur rémunération. Ça ne me paraît pas la mort. Pour être comme un chômeur partiel, 84%. Bon, on peut se le permettre. Mais ce n'est même pas envisageable. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle dit, mais quel est le rapport? C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas qu'il y a un peuple qui souffre et que chacun doit faire un geste, doit faire un effort. Et la grande distribution pourrait peut-être payer une petite taxe, parce que vu le cadeau financier que représente la fermeture de tous les commerces de France auprès de la grande distribution, voilà. Donc, les mesures, on en a plein. Vous regardez toutes les vidéos, tous nos programmes. Nous, on a proposé à Debout la France 12 mesures de sanitaire. On a proposé 10 mesures économiques et sociales. Voilà, on a écrit, on a proposé, on n'a jamais critiqué sans assortir d'une proposition concrète. Je ne peux pas dire mieux. Voilà, donc on sait ce qu'il faut faire. C'est prétentieux peut-être, mais on sait ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'on est, nous, comme toi, on est dans la proposition aussi parce qu'il faut absolument donner des perspectives d'espoir. Sur la question qui vient d'être posée très rapidement sur l'Allemagne, j'ajoute aussi que l'Allemagne sort de 20 ans de bénéfices qu'elle tire par rapport à nous, de l'Union européenne et de l'euro. C'est-à-dire qu'elle a pu, elle, maintenir une industrie nationale. Donc, c'est quand même plus facile quand on a maintenu une industrie nationale, alors que nous, l'euro, comme l'Italie, comme l'Espagne, etc., nous a désindustrialisé massivement. Donc, c'est vrai que quand on remet en route pour fabriquer des médicaments, des masques, des tests, etc., c'est plus facile quand on est l'Allemagne avec l'avantage de l'euro et que ça représente aujourd'hui pour elle par rapport à nous, pour qui ça représente un inconvénient, un boulet absolument épouvantable. C'est un boulet supplémentaire qui s'ajoute au boulet qui s'appelle le gouvernement français actuel, qui est d'une nullité, donc il ne faut pas l'exonérer non plus de sa responsabilité. Daniel me posait une question, et nous posait une question sur les pharmaciens qui n'ont pas le droit de vendre des masques. Qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve ça hallucinant et scandaleux, voilà, c'est tout. La question a été posée à Véran hier en conférence de presse. Pourquoi les pharmaciens n'ont pas le droit de vendre des masques? Je ne sais pas. En Pologne, il y a des machines dans la rue qui vendent des masques. Au Maroc, ils vendent des masques dans les commerces, dans les épiceries, partout, en pharmacie aussi, bien sûr. Au Maroc, quoi, c'est pas non plus une superpuissance mondiale. Je crois que c'est au Portugal, ou je ne sais plus quel pays, un pays pas très riche. Et les gens reçoivent chez eux, dans les appartements, chaque semaine, on leur remet 6 à 8 masques, voilà, pour tout le monde. Je sais qu'en Corée du Sud, ils font ça depuis le début aussi. Voilà, alors la France, qui est 6e ou 7e puissance économique mondiale, je ne comprends pas. Je sais qu'on a perdu une bonne part de notre industrie textile. D'ailleurs, merci à ceux qui sont en responsabilité depuis 40 ans et qui sont responsables de ça. Mais il en reste quand même encore une. Et il y a encore des savoir-faire en France. Il y a encore des machines, il y a encore des capitaux, il y a encore des techniques. Donc, c'est pour moi une incompréhension majeure, mais on ne peut pas s'arrêter là. Je pense qu'il va falloir que les gens payent quand même pour leur responsabilité et leur culpabilité après. Quand on est dans une boîte ou quand on est fonctionnaire et qu'on fait une erreur, on est jugé, je veux dire, même en interne, par la justice, on a des comptes à rendre. Il va falloir que ces gens rendent des comptes parce qu'eux, on parle de mort derrière. On parle de familles endeuillées. On parle d'un pays détruit dans sa psychologie aussi, quand même. Ce qu'on vit en France est quand même terrible et ça nous détruit aussi. Notamment le scandale avec nos personnes âgées ou nos anciens dans les EHPAD, c'est pour nous, là, ce qui s'est passé, c'est une honte pour le pays. C'est une véritable honte. Avoir laissé tomber ces anciens, c'est quelque chose qui va rester. Ça sera comme une tache noire sur le drapeau français. Pas du fait du peuple français, mais du fait de ses dirigeants. Parce que ça, s'il y avait une chose qui était bien honteuse, c'était ça. S'il y a bien des gens à qui on doit le respect et la solidarité nationale, ce sont nos anciens. Et qu'on ne dise pas qu'il n'y avait rien à faire pour eux. Ils sont certes évidemment plus fragiles que la population normale, mais on n'a rien tenté pour eux. On leur a juste mis un sédatif à la fin, c'est tout, pour qu'ils meurent tranquillement. Mais on n'a rien fait. Là-dessus, il faut lire les témoignages poignants de certaines infirmières ou certains personnels dans les EHPAD. C'est absolument terrifiant ce qu'on a fait là-bas. C'est une indignité. Je veux dire qu'il y a une double faute là. Et ils devront répondre devant la Haute Cour de justice. Mais vraiment, double faute. Première faute qui est absolument effrayante, c'est de systématiquement dire qu'une personne en EHPAD ne peut pas être transférée à l'hôpital. Mais au nom de quoi? Vous avez dans les EHPAD des personnes qui ont 82 ans, 84 ans, qui sont en parfaite santé.
et qui pourraient être réanimés. On a décidé une fois pour toutes, de manière, mais qui ne s'est jamais vu qu'une personne, et j'ai lu un article dans Libération, pas un journal qui nous est favorable, qui racontait la vie dans un hôpital, et il y avait un homme de 82 ans qui avait eu la chance d'être pris avant le début du confinement, qui a passé 3 semaines en réanimation et qui en est sorti. Donc, au nom de quoi on peut dire les personnes qui sont en EHPAD n'iront pas en réanimation. Donc, on les condamne à mort. Deuxième point, on interdit le traitement de la chloroquine du professeur Raoult dans les EHPAD. Dans mon EHPAD à Hyères, enfin bon, c'est pas le mien, mais dans l'EHPAD de ma ville, à Hyères, le directeur de l'EHPAD m'a dit le médecin coordonnateur aimerait essayer la chloroquine pour les malades qui commencent juste leurs symptômes, qui sont plutôt en bonne forme, pour éviter qu'ils... Eh bien, interdiction. Donc, on ne les emmène pas dans les services de réanimation, on ne les traite pas et on les laisse mourir. Et à la fin, donc il y a interdiction de prescription médicale pour prescrire le traitement du professeur Raoult, mais en revanche, il y a un décret qui autorise le fameux médicament, le fameux sédatif. Alors, je ne dis pas, attention, j'ai vu sur des sites internet qu'on euthanasiait les personnes âgées, je ne crois pas que ce soit ça. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, mais simplement parce que les problèmes respiratoires en fin de vie sont terribles et sont des souffrances atroces. Donc, on autorise de soulager leurs souffrances alors qu'on n'autorise pas la liberté médicale pour essayer de leur donner un traitement qui pourrait les sauver. Mais je me dis, mais c'est criminel, je pèse mes mots. Mais imaginez, je ne peux pas dire ça à la télévision, à la radio, on ne peut plus passer. On n'a plus le droit de le dire. Donc, et j'en viens à l'affaire de la réanimation. Pourquoi je fais une fixation là-dessus? La Corée du Sud, le Japon et l'Allemagne ont entre 7 et 8 lits pour 1000 habitants de soins intensifs. La France était à 3 lits. Hier, le Premier ministre a dit qu'il y avait 5000 lits et qu'ils étaient en temps normal quasiment tous occupés. Ça veut dire qu'on a réduit les lits hospitaliers de soins intensifs au strict minimum en temps normal. Évidemment, épidémie, c'est monté jusqu'à 7100. J'arrive pas à savoir s'il y a 10 000 capacités ou 7000, je n'en sais rien. C'est jamais précis. Mais il faut absolument augmenter le nombre de lits en réanimation, comme en Allemagne, au Japon, en Corée, de manière à pouvoir assumer une épidémie nouvelle, la sortie du confinement, parce que les activités normales vont reprendre. Il y a une question là d'une dame qui a repoussé ses soins d'une tumeur et qui ne se sent pas bien parce qu'elle n'est pas accueillie à l'hôpital parce que les lits sont pris. Et donc, il est vital de profiter. Enfin, moi, je voulais qu'on profite depuis 2 mois pour installer de nouveaux lits de réanimation. Or, j'ai vu que l'hôpital militaire de 30 lits de Mulhouse était démonté. Enfin, on peut rouvrir le Val-de-Grâce, on peut rouvrir un hôpital par région française pour offrir les 5-6 000 lits supplémentaires, doubler la capacité de réanimation, parce qu'on en aura malheureusement besoin avec le déconfinement. Mais il y a d'autres questions peut-être. Tu vois? Moi, je mets 2 questions un peu ensemble, Eric et Florent, parce que c'est des questions un peu un peu plus politiques, mais sur lesquelles on ne pourra pas être hyper précis, je pense, mais sur lesquelles qui montrent en tout cas que vous espérez une issue. Eric, qui m'interroge sur la tribune en fait qu'a publié ce matin notre conseiller régional d'Île-de-France, un conseiller régional de France et qui est notre référent à Paris, sur l'alliance des souverainistes, le rassemblement des souverainistes, qui appelle à un front souverain et patriote. Et puis Florent, je le traite en même temps, qui demande est-ce qu'il y a une perspective pour 2022 ? Je réponds très clairement et je l'ai déjà dit maintes fois, que le rassemblement pour moi des patriotes et des souverainistes, il me paraît urgentissime, parce qu'en face, ils savent faire le rassemblement, hein, les européistes, les mondialistes, ceux qui sont là pour détruire l'État et la nation, détruire la France, hein, ils savent faire le rassemblement, même quand ils ne pensent pas du tout la même chose. Donc moi, je suis absolument favorable, mais à un rassemblement concret, hein, pas simplement pour la photo tous les 36 du mois. C'est gentil, c'est bien, c'est nécessaire aussi, mais il faut aller de l'avant parce que chacun en respectant ses sensibilités. Il ne s'agit pas de fondre tout le monde dans le même moule, certainement pas. Je pense qu'on est riche de nos diversités aussi, hein. Mais je pense que voilà, en faisant cet exercice, on montre qu'on est plutôt intelligent. Je crois qu'on n'est pas borné, on est capable de vous parler chacun depuis notre bord, qui n'est pas très loin d'ailleurs l'un de l'autre, qui est même assez proche,
sur la situation actuelle. Et pour 2022, moi, j'avais soutenu l'initiative de Nicolas Dupont-Aignan sur la primaire souverainiste. Je ne vois pas très bien quelle autre solution on peut avoir aujourd'hui que d'essayer de faire vivre ce débat et d'imposer le retour du peuple en fait dans cette affaire. Et c'est vrai que les primaires, on dit c'est pas la tradition française, et ça n'a pas donné grand-chose en 2017. Oui, mais là, je pense qu'on serait sur totalement autre chose. Je pense qu'on serait sur quelque chose qui permettrait déjà que les gens se parlent, de trancher peut-être des questions fondamentales, et puis de remettre le peuple dans cette affaire, parce que sinon ça va être accaparé par les appareils partisans. On sait très bien que Macron a déjà son scénario en tête pour 2022. On sait comment il veut faire pour être sûr d'être majoritaire au second tour. Bon, soit on va tranquillement dans son scénario, on s'y plie, on s'y glisse, et on arrivera à la fin qui est prévue par ce scénario, c'est-à-dire Macron le retour, numéro 2, Macron deuxième quinquennat, et je crois que c'est une catastrophe absolue pour le pays. Soit on essaie de faire ce qu'il n'a pas prévu, d'être là où il ne nous attend pas, et il ne nous attend pas sur le rassemblement. Il pense qu'on est divisé à jamais, ce qu'on l'a été, et et ça, c'est la période des petites guerres froides. À mon avis, elle est terminée, elle est derrière nous. En tout cas, il faut qu'elle soit derrière nous, pas contre nous deux d'ailleurs, c'est plus large. Et puis aller vers des solutions innovantes qui remettent le peuple au cœur du processus de décision. Voilà, moi j'ai appelé ça une révolution politique, avec d'autres choses, parce que je crois qu'on en est là. Je pense que les temps qui viennent vont être des temps de radicalité, au bon sens du terme, c'est-à-dire revenir à la racine. Radical, ça veut dire la racine, revenir à la racine des problèmes, la racine des solutions, la racine de ce qu'est la France aussi dans son âme, dans sa constitution, et la radicalité, la révolution politique, que je ne confonds pas avec le sanguinaire, pas du tout, que je confonds avec le retour du peuple, tout simplement français, le retour de la France, il me semble être absolument nécessaire. Donc j'accueille très favorablement la tribune de Dominique Bospans que vous citez, et je réponds, comme je l'ai fait à Florent, de garder espoir sur 2022. Au contraire, peut-être que va sortir de cette crise terrible et tragique quelque chose de positif qui va permettre de bousculer 2022, alors que jusqu'ici, on pensait que ça allait être comme un long fleuve tranquille pour Macron. Écoute, il y a beaucoup de questions. Là-dessus, je dirais exactement la même chose. Tout ce qui sera possible pour aboutir à l'union des patriotes et des républicains, des patriotes, des amoureux de la France, de tout ce qu'on veut, sera bénéfique. Et je pense, en tout cas, moi j'ai un sentiment, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Franchement, je ne pensais pas le vivre, je ne pensais pas qu'on tomberait si bas dans notre pays. Car là, ce n'est plus la question du chômage, du niveau de vie, c'est la question de la vie et de la mort de nos compatriotes. C'est que nous avons des familles endeuillées à cause de l'incompétence politique. C'est terrible de se dire ça. Et vraiment, je le disais à la fin de la réunion ce matin avec le Premier ministre, je ne pensais pas vivre ça, je ne pensais pas avoir autant de dégoût personnellement pour la vie politique. Et ce dégoût que j'ai, parce que si vous voulez, si Macron se permet ces discours complètement surréalistes, enfin je veux dire qu'on est la risée du monde, il faut quand même savoir ce qui s'écrit dans la presse étrangère. Le président Macron est la risée du monde. Un gouvernement incompétent et, pardonnez-moi, il faut quand même le dire Florian, une classe politique aux abonnés absents. Car à part nous deux et Marine Le Pen, il faut tout à fait le reconnaître, qui dit des choses très sensées, j'entends qui? Les Républicains ont disparu. Les Républicains ont disparu. Ils ne disent plus rien. Et tout ce petit monde se tient par la barbichette. Pourquoi? Parce que qui a supprimé au début, qui a réduit les crédits sur le stock de masques? C'est 2011. Qui a supprimé le stock stratégique de masques? C'est 2013. Les socialistes. Madame Touraine. Monsieur Véran était conseiller. Monsieur Salomon était son conseiller aussi, je crois. Hein? Oui. Donc tout ce petit monde est responsable de la situation actuelle. Et entre nous, le gouvernement actuel avait 2 ans quand même pour reconstituer le stock, donc il ne peut pas accuser complètement les autres. Donc ce que je veux dire, c'est que la gravité de la crise, ce qu'elle révèle, va peut-être faire prendre conscience aux Français qu'il faut tourner la page, et j'allais dire aux souverainistes, ou du moins aux patriotes, aux républicains, enfin tous ceux qui aiment le pays, qu'il faut peut-être mettre de côté leurs petites histoires, leur passé, voilà, la guerre d'Algérie, c'est fini depuis
60 ans. Voilà, donc il faut aussi que les gens arrêtent de se faire des fixations obsessionnelles. Il faut qu'on arrête d'être prisonniers de ceux qui sont les maîtres du système, qui en fait jouent assez habilement des uns des autres, hein, et notamment de la presse. Voilà ce que je veux dire. Donc moi, ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on fera tout ce qu'il faut. J'en suis absolument convaincu pour changer les choses, parce que là, c'est une question de vie ou de mort maintenant. Et moi, je n'ai pas envie de vivre ça 5 ans de plus, c'est clair. Il y a des questions, il y a des questions sur la rentrée des écoles, donc c'est des gens qui ont dû prendre en cours de chemin notre direct. Septembre, voilà, la saison est finie, si je puis dire. Enfin, voilà, après, que cet été, moi j'ai été maire longtemps, d'ailleurs on organise par exemple dans ma ville en ce moment pour les soignants des gardes d'enfants, la ville organise ça avec des bénévoles d'ailleurs remarquables, enfin des bénévoles, ils sont rémunérés mais ils sont bénévoles ils sont sollicités pour le faire. Bien sûr, pour aider les plus modestes à reprendre le travail, mais enfin il faut arrêter. D'ailleurs, pourquoi il n'y a plus de bac? Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est qu'il n'y a pas d'examen du bac, mais en revanche, on reprend l'école. Donc, c'est complètement délirant. Si on reprend l'école, on devrait pouvoir faire l'examen du bac. Bon, donc ça veut bien dire que tout ça est ridicule. C'est uniquement un motif économique. C'est faire reprendre le boulot dans les usines et garder les enfants. En attendant, il ne faut absolument pas reprendre l'école pour la question. Et autre question... il y avait une autre question que j'ai oubliée qui me paraissait importante, mais tu vas peut-être la voir. Je regarde. Pas de questions, moi, là, en ce moment. Serait-il possible de traduire en justice les responsables de ce fiasco? Il y a la haute cour de justice, mais pas pour le président de la République. Après, c'est le suffrage universel. Hein. Mais là, pardonnez-moi, je vais peut-être un peu désagréable, mais il faudra peut-être que les Français aillent voter avant d'être morts. Je veux dire qu'aux européennes, on l'a vécu douloureusement tous. L'abstention colossale. Et ce que je ne voudrais pas, c'est que le dégoût que ressentent les Français sans doute, parce que moi je le ressens, je ne sais pas si tu le ressens, mais moi je le vis mal. Je préférerais que le gouvernement réussisse plutôt que de voir les gens mourir. Enfin, vraiment, ça m'écoeure. Je ne voudrais pas que ce dégoût, comment dire, incite encore davantage les Français à se recroqueviller sur eux-mêmes en se disant tous pareil. Et là, vous avez, ceux qui nous écoutez, une responsabilité personnelle aussi. Nous, on peut tout faire, mais si derrière, il n'y a pas de soutien financier, il n'y a pas de soutien politique, il n'y a pas de soutien... voilà. Et j'ai remarqué, on va se parler franchement, puisqu'on est tous ensemble, j'ai remarqué, comment dire, que les électeurs souverainistes ou patriotes étaient tellement exigeants par rapport à leur leader, vous voudriez qu'on soit parfait, c'est merveilleux. Et on essaye, mais souvent on nous demande à nous 1000 fois plus que l'on demande à n'importe quel autre homme politique. Et on essaye de tout faire bien, mais vous savez, faire tout sans moyens financiers, sans médias, avec les moyens du bord, c'est la résistance. Nos aînés ont fait ça pendant la guerre, mais il faut aussi nous donner un coup de main à un moment. Alors, donnez un coup de main à la boutique que vous voulez, on s'en fout, mais aidez-nous. On a besoin d'aide. Je vous assure, tous ceux qui se battent, que ce soit des patriotes chez Florian Philippot, que ce soit de ceux qui sont à Debout la France, ils se battent avec sincérité, mais ils rament. Et on a besoin d'aide. Je crois qu'il faut le dire. Si on peut pas toujours être au front si derrière il n'y a pas l'intendance. Je suis d'accord. Moi, depuis le début de ces directs, je dis clairement aux gens, hein, les yeux dans les yeux, qu'il faut adhérer. Alors qu'adhérer à Debout la France, adhérer aux Patriotes, comme vous voulez. De toute façon, nous, on autorise la double appartenance. Hein, donc, vous pouvez adhérer où vous voulez, même aux deux. Mais non, vraiment, on a besoin de vous, c'est vrai. On mène pas une guerre. Et nous, pour le coup, c'est une guerre qu'on doit mener. Hein, parce que face à nous, il y a des armées, hein, médiatiques, bancaires, financières, oligarchiques. Et celle de l'Union européenne que je n'oublie pas. Donc vraiment, oui, adhérez ou reprenez vos adhésions si vous avez été un jour membre chez nous, Debout la France ou les Patriotes. Vraiment, on a besoin de vous. Ce que dit Nicolas Dupont-Aignan est tout à fait vrai. Voilà, c'est pas une question vénale du tout. On s'enrichit pas avec cette affaire, pas du tout. Hein. On a plutôt à perdre dans tous ces combats. Mais c'est vrai que sans vous, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver sans vous. Alors vous êtes de plus en plus nombreux, tant mieux. Mais donnez-nous ce coup de pouce supplémentaire. On en a vraiment besoin. J'ajoute dans la liste des personnalités politiques, pour être juste, j'ajoute Asselineau qui fait du bon boulot en ce moment aussi, avec les moyens du bord, parce que comme nous, il est blacklisté. Hein, mais
mais sur la responsabilité de l'Union européenne, de l'euro, c'est aussi un sujet important. Benoît nous posait une question sur qu'est-ce qu'on pensait des émeutes en ce moment en banlieue. Il y a eu Villeneuve-la-Garenne. Alors là, moi, j'ai mis un message sur les réseaux sociaux parce que, franchement, qu'il y ait eu des problèmes avec la police. On a vu une manifestation des Gilets jaunes, une manifestation des soignants. Peut-être que ça arrive aussi dans certaines banlieues parfois. Des comportements inadmissibles de certains policiers que je ne confonds pas avec la police nationale qui est républicaine ou avec la gendarmerie, certainement pas. Oui, il y en a eu. Oui, il y a des enquêtes de l'IGPN. Oui, elles ne sont pas toujours au niveau. Oui, ça ne va pas assez vite. Oui, il y a eu des choses inadmissibles. Mais dire que systématiquement, c'est forcément une violence policière dès qu'on voit une émeute, c'est insupportable. Le garçon en question, d'abord, il n'a pas eu la jambe coupée. Donc, il y a eu une fake news dès le début par les émeutiers qui en ont bien profité à côté. Et il a eu une fracture ouverte. Alors, ça fait mal, c'est impressionnant. Enfin, ça se soigne. Et là, je crois qu'il est entre de bonnes mains. Il est à l'hôpital. Bon, après, quand on regarde le pédigré du garçon, multirécidiviste, motocross illégal, sans casque, il ne respectait pas le confinement, violences sexuelles, etc., etc. Tout ce que j'ai vu dans la presse. Donc, c'est pas un saint, loin de là. Les policiers sont venus parce que ça faisait des nuits et des nuits que le voisinage appelait la police parce que ce garçon faisait le souk dans le quartier avec sa motocross illégale, sans permis, etc. Donc, il a joué, il a perdu. Alors, c'est triste, je ne souhaite à personne d'avoir une fracture ouverte, mais quand on joue, on perd parfois. Donc, le défendre, l'ériger en modèle et ensuite surfer sur sa situation pour justifier les tirs de mortier sur la police, des émeutes, des caillassages, des incendies, etc. Ça prouve qu'il y a des quartiers qui ont quitté l'orbite républicain et français, quoi. Donc, il va falloir les remettre, pour l'intérêt d'ailleurs de la population là-bas qui, elle, ne pose pas de problème et veut juste la tranquillité. Et il va falloir le remettre avec un peu d'ordre et un peu de fermeté et même beaucoup. Le confinement n'est pas appliqué dans les quartiers. Quand on dit dans les quartiers difficiles, pour parler clair, l'État est d'une faiblesse coupable depuis 20 ans, mais de pire en pire. Et il va falloir, à un moment, mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire reprendre possession de ces quartiers, expulser les étrangers en situation irrégulière, expulser les délinquants étrangers définitivement du pays, et puis durcir les peines. Mais Mme Belloubet a libéré 10 000 prisonniers. 10 000 sous prétexte de l'épidémie, mais on croit rêver, c'est un cauchemar. Voilà, donc on sait très bien ce qu'il faudrait faire. J'ai retrouvé la fameuse question sur la destitution et l'article 68. Et je veux en parler parce que je vois beaucoup circuler sur les réseaux sociaux cette demande et je suis très partagé parce que vous connaissez cette procédure. C'est une procédure en fait qui ne peut pas aboutir parce qu'en marche à la majorité à l'Assemblée. Oui. Donc, moi, je veux bien qu'on parte là-dessus. On perd son temps. C'est tentant, ça fait plaisir, mais je suis très partagé parce qu'on a envie de destituer Emmanuel Macron, bien évidemment. Qui n'en aurait pas envie? Mais cette procédure n'aboutira pas. Et deuxième point, je vous mets en garde. Souvenez-vous ce qui s'est passé au Brésil, où la procédure de destitution a été utilisée par l'oligarchie contre Madame Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Et aujourd'hui, on découvre que cette procédure a été très manipulée pour abattre quelqu'un qui avait été élu par le peuple. Donc, faisons garde parce que prenons garde qu'à ce qu'un jour, la destitution, si nous la mettions en place, ne soit pas utilisée le jour où on sera au pouvoir. Parce qu'ils feront tout pour empêcher qu'on puisse être élu un jour et pour déstabiliser ceux qui seront élus au nom du peuple. On voit ce qui est arrivé avec Boris Johnson, non pas qu'il soit malade, c'est pas eux qui l'ont rendu malade, c'est qu'ils ont tout fait pour pas qu'il arrive au pouvoir. Et imaginez ce que serait l'Angleterre si Madame Theresa May était toujours là et si Monsieur Boris Johnson n'était pas là. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis, je sais pas ce que tu en penses, toi, sur la destitution. J'ai toujours un sentiment de malaise vis-à-vis de la destitution, car pour moi, la plus belle des destitutions, c'est le suffrage populaire. Et je me méfie des procédures judiciaires organisées par la classe politique qui, n'aboutiraient pas là parce qu'il faut la majorité, et qui, à l'inverse, si on la mettait en application aujourd'hui, pourrait être retournée un jour contre les représentants du peuple. Donc, je mets en garde ceux qui nous écoutent sur la destitution, mais je comprends en même temps les tentantes. Et on a envie de la revendiquer. Voilà, mais je voulais avoir ton avis, parce que ma religion n'est pas faite, si je puis dire.
Ben, moi, je comprends parfaitement la rage et la colère qui justifient qu'on veuille utiliser cette destitution. On me dit destituer Macron, a priori, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que moi, j'ai surtout le sentiment qu'on perd son temps et son énergie. Il faut être clair, relisez l'article 68 de la Constitution, on n'obtiendra jamais de destitution d'Emmanuel Macron. Après, il y a des réflexions plus philosophiques ou politiques, tu viens de les évoquer, qui ne sont pas du tout inintéressantes, parce qu'effectivement, attention à ce qu'un jour, un président patriote, ou enfin souverainiste, qui aime la France, on va dire, qui défend enfin son pays, ne soit pas destitué rapidement par l'oligarchie, par le même article 68. Faut faire attention. Mais de toute façon, la question ne se pose pas. Cet article est inapplicable vu les rapports de force aujourd'hui. Inapplicable. Donc ça fait 2 ans ou 3 ans que ça tourne, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on perd son énergie et son temps. Mettons notre énergie ailleurs, parce qu'on pourra crier destitution. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le Modem et En Marche sont largement majoritaires au Parlement, donc il y a une probabilité de destitution égale à 0%, même pas 0,0001, non, égale à 0. Donc moi, j'aime bien parler du réaliste en politique. Parce que si on n'est pas sur le réaliste, on est dans le rêve, et on donne de fausses espérances, et on perd tous notre temps. Et je vous assure que notre énergie, notre temps, on doit la mettre sur les vrais combats. Donc il va falloir dégager Macron et sa clique par le suffrage universel. Et je ne sais pas, il y aura peut-être aussi, à mon avis, un soulèvement social, peut-être des gilets jaunes, des masques jaunes, je ne sais pas comment ils se renommeront, puissance 10. Ce n'est pas impossible, vu ce qui nous attend comme tsunami social et économique. Et moi, je ne suis pas du tout contre cela. Au contraire, je pense qu'il faudra accompagner ce soulèvement social, mais il devra déboucher positivement sur une alternative politique. Pas une simple alternance, une vraie alternative. Et c'est comme ça qu'on va destituer. Mais pas que Macron. D'ailleurs, il n'y a pas que Macron à destituer. C'est toute l'oligarchie qu'il faut destituer. C'est l'Union européenne qu'il faut destituer. C'est tous ces gens qui raisonnent banque, finance, qu'il faut destituer. Donc voilà. Donc moi, je suis là-dessus, j'ai envie d'être efficace. Et on va l'être dans les semaines et les mois qui viennent. Monique nous posait une question sur l'outre-mer. Est-ce qu'on a un plan anti-crise? Je ne vais pas donner de plan ici. On écrit tous les deux, je crois, beaucoup de choses sur l'outre-mer. On n'oublie pas, en tout cas, l'outre-mer, clairement. Même hier, je crois, dans la conférence de presse, ils ont mis, je ne sais pas si tu as vu, les visuels à l'envers. Je me dis, mais quel manque de respect, quoi. C'est comme si on avait mis l'hexagone, la métropole à l'envers. Mais on aurait mis la Bretagne à l'est et l'Alsace à l'ouest. C'est ce qu'on a fait pour la Réunion, pour les Antilles, la Guyane. Enfin, tout cela est délirant. On d'abord les aider dans cette crise, bien sûr, et puis ensuite avoir un vrai plan de développement. Il y a l'économie de la mer, il y a le spatial en Guyane qu'on pourrait rebooster un coup parce que ça ronronne un peu maintenant. Il y a plein de choses à faire sur la biodiversité parce que ce sont des territoires très riches et magnifiques. Le tourisme, évidemment. Il y a plein de choses à faire pour l'outre-mer qu'il faut surtout raccrocher, vraiment remettre dans l'aventure, l'ambition française qui ne se sentent pas ultra-périphériques comme les appelle dédaigneusement l'Union européenne. Sur l'outre-mer, je veux juste ajouter un petit point. Le Premier ministre s'est gargarisé hier d'avoir bloqué les vols, d'avoir évité l'épidémie, etc. Il a mis quand même 1 semaine à réagir et malheureusement, quand même, l'épidémie est arrivée à Mayotte, en Guadeloupe, à La Réunion. Alors, aujourd'hui, on a la même problématique que dans les aéroports parisiens. C'est qu'à l'arrivée de certaines personnes, le contrôle n'est pas correctement fait. Et là aussi, le confinement est utilisé pour ralentir. Heureusement, il a été mis en place plus tôt, donc pour l'instant, la situation est sous contrôle, mais il y a besoin d'une aide. J'avais proposé une chose très simple. J'avais proposé que sur Mayotte, notamment, que je connais bien, où le confinement est impossible compte tenu des conditions sociales, notre représentant à Mayotte m'alerte tous les jours en disant c'est une folie le confinement à Mayotte. J'avais proposé qu'on affrète un avion de Chine de masques, c'était quand même pas compliqué, de faire partir un avion directement de Chine avec 1 million de masques dans l'avion, qui atterrit directement à La Réunion et à Mayotte, pour livrer des masques en quantité énorme, de manière à ce que les habitants de Mayotte puissent porter un masque, puisqu'ils vivent dans des habitats insalubres. C'est pas compliqué. Enfin, mais j'ai posé la question au Premier ministre. Aucune réponse. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le champ de conscience de se dire, tiens, on importe 80 millions de masques de Chine en 1 semaine, on ne peut pas dérouter 2 avions, un pour La Réunion, un pour Mayotte. C'est plus court quand même. Tu sais que les avions pour aller à Mayotte vont d'abord à La Réunion. Ils passent au-dessus de Mayotte et ils reviennent. Non mais, parce que Air Austral a supprimé son vol. Mais tu crois que l'État taperait du poing sur la table en disant Air Austral, mais maintenant vous obéissez.
avec les millions qu'on a donnés dans toutes ces compagnies? Ah non, chacun fait ce qu'il veut. J'ai appris aussi, alors il faut bien vérifier parce que je ne veux pas, mais on m'a dit que les avions d'Air France, ils n'avaient toujours pas l'autorisation pour enlever les sièges pour pouvoir augmenter la capacité et avoir davantage de places de cargo. Or, on pourrait très bien, dans 3-4 avions d'Air France, décider d'enlever les sièges et de faire plus de place. Et puis on paiera. Il faut que les masques arrivent. Parce que ce qui est très grave, je fais une parenthèse sur les masques et la Chine, c'est que comme on n'augmente pas notre production nationale, on dépend de la Chine. Comme on dépend de la Chine, on ne peut pas dire sa vérité à la Chine. Et donc, vous voyez dans quel état d'esprit de dépendance nationale on s'est mis. Donc, il y a urgence à avoir le nombre de masques de Chine le plus vite possible pour ensuite être indépendant et de surcroît avoir notre production nationale. Il y avait une dernière question qui me paraît intéressante de Sylvie Rodet sur la liberté d'expression. Alors, moi, je veux dire quelque chose qui me paraît qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est la manière dont on habitue les Français à vivre sous surveillance. Cette affaire du traçage, j'emploie le mot traçage, par informatique me paraît gravissime. Gravissime. Sous prétexte de sécurité sanitaire, quand tu penses qu'on va avoir un débat à l'Assemblée nationale, que là-dessus. On n'a pas eu de débat sur le fonctionnement du confinement, on n'a pas de débat sur la sortie du confinement, où il viendra après, mais on a 2 jours de débat sur le traçage. Donc, on habitue les Français à l'idée qu'il va falloir, sur son smartphone, mettre le Bluetooth pour pouvoir, tous les Français n'ont pas de smartphone. Les plus de 70 ans, il n'y a que 44% des Français de plus de 70 ans qui en ont un. Donc, de toute façon, ça exclut la moitié de la population. 2, une fois qu'on aura mis la main dedans, moi, je vous dis que c'est le passage progressif à la situation chinoise. D'ailleurs, c'est le rêve de nos oligarques, le parti unique et l'ultra-capitalisme. Et quand on sait ce qui se passe en Chine avec la reconnaissance faciale, je peux vous dire qu'il y a un énorme danger. Et je ne veux pas être complotiste. Je vous dis qu'on est en train d'habituer les sociétés à perdre le goût de la liberté. Et ce combat pour la liberté, je pense qu'on doit le mener. C'est un combat fondamental. Parce que si on accepte qu'on nous rogne une partie de notre liberté, c'est fini. C'est fini. Et ça dressera les Français les uns contre les autres. Ah, j'ai croisé au kiosque un type à la machine à café, un type qui est positif. Mais alors, c'est qui ? C'est Thérèse, c'est Pascal. Ah, le salaud, ah ben, je ne l'aime pas. Mais vous vous rendez compte de la folie que représente ce système ? C'est une pure folie. Et vous avez derrière tous les opérateurs téléphoniques, tous les fabricants qui sont dessus. Et derrière, il y a la surveillance. Il y a la surveillance de chaque Français. C'est le passage à un monde, en tout cas, moi, qui me dégoûte. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Ne vous laissez pas avoir par les arguments, oui, c'est bon pour vous, on va le mettre sous contrôle, il y aura une loi, tu parles. Une fois que vous aurez mis la main dedans, ce sera fini. Je partage totalement cette réprobation du système du traçage, qui d'ailleurs n'est pas utile. Si on a des tests et des masques et qu'on ferme les frontières, on n'a absolument pas besoin de cette histoire de traçage. C'est extrêmement dangereux. C'est évidemment la volonté, c'est évidemment de mettre un poison dans la nation, hein, comme tu dis. Et c'est vraiment de mettre sous surveillance. On est déjà sous cage là chez nous, hein, depuis ça va faire 2 mois à la fin du confinement. On nous met ce traçage. Ça commence à aller très très loin cette affaire. Hein. On a vu les manifestations interdites, réprimées, tabassées. On voit quand même le champ de la liberté d'expression depuis 10-20 ans être considérablement restreint sur tous les sujets. Les procès en permanence en diffamation ou je ne sais quoi, on n'a plus le droit de rien dire de toute façon. Le CSA qui reçoit 500 plaintes organisées par des associations dès que vous osez dire quelque chose à la télévision. Et d'ailleurs, le plus simple, c'est que la télévision, comme ça, ne vous laisse plus parler. Comme ça, il n'y a plus de risque que vous disiez quoi que ce soit. Les réseaux sociaux qui cadenassent de plus en plus aussi. Là, on va ajouter quoi ? Alors, l'application sur votre téléphone portable. Enfin, c'est un monde de fous. Voilà, c'est un monde de haine. C'est un monde de gens malheureux, dépressifs. Et on n'a pas envie de ça. Et c'est un monde où toute la notion d'indépendance disparaît en fait et de liberté. Mais c'est très symbolique dans ce confinement, les petits commerces, les indépendants, ils sont fermés. Ils ne savent même pas toujours d'ailleurs quand est-ce qu'ils vont rouvrir. Hein. Eux, ils n'ont pas de perspective. Ça va être un massacre. Il y aura des faillites. C'est dramatique parce que c'est aussi l'art de vivre à la française. Hein. Tous ces bistrots, ces cafés, ces petits commerces, ces restaurants, etc. Par contre, les gros, eux, ils sont toujours restés ouverts. Voilà.
Donc moi, je crains beaucoup que dans des cellules commerciales qui seront vides demain, parce que le resto du coin, le commerce, il ne pourra pas rouvrir, ce soit une enseigne d'une chaîne américaine, une grosse chaîne de grande distribution française qui s'installe à la place. Voilà. Et on va standardiser encore plus nos communes, nos centres-villes, nos centres-bourgs. Et ça fait partie pour moi du même phénomène, vous voyez, la déshumanisation en fait d'une société. Juste une dernière question, Marc, qui nous demande ce qu'on pense du possible recul des acquis sociaux. Ils ont déjà annoncé, Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF a déjà dit qu'il va falloir baisser les congés payés, augmenter le temps de travail. Bruno Le Maire avait dit qu'il faudra faire des efforts considérables. En fait, ils veulent faire comme en 2008, lors de la crise financière, c'est faire payer les victimes à la place des coupables. Il faut absolument refuser d'entrer là-dedans. Les victimes de cette très mauvaise gestion de la crise, de cette gestion apocalyptique de la crise, n'ont pas à payer à la place des responsables et des coupables. Il faut renverser la table, ce que j'appelle une révolution politique, changer complètement ce système-là et changer les hommes et les femmes qui le dirigent, mais il n'est pas question de reculer sur les acquis sociaux et il n'y a aucune raison de le faire, alors que nous ne sommes que victimes dans cette affaire-là de l'incurie, de l'incompétence et de la nullité des gens qui nous gouvernent. Eh bien, c'est bien. Je pense qu'on a, il y a sans doute beaucoup de questions encore auxquelles on n'a pas répondu. Mais moi, écoute, en tout cas, je pense que c'est une bonne formule. On est d'accord d'ailleurs sur l'essentiel, même sur tout. Mais au-delà de ça, c'est pas la question d'être d'accord. C'est la question de rassembler des gens justement qui ne soient pas obligatoirement d'accord sur tout, parce que sinon, on se rétrécit. Il faut s'élargir. Moi, je pense, en tout cas, je demande vraiment à celles et ceux qui nous écoutent qu'ils en parlent autour, qu'ils diffusent des vidéos, qu'il y a un travail personnel. Enfin, ça ne viendra pas tout seul. Voilà. Vraiment, je vous invite à élargir le cercle. C'est l'occasion finalement inespérée d'un sursaut national et populaire qui est regardé dans le monde. Parce que la situation française, j'ai été étonné, je conclurai là-dessus. J'ai vu une vidéo de je ne sais plus quel type au Québec et qui connaissait la vie politique française de manière incroyable. Et la répression qu'il y a eu contre les Gilets jaunes a été notée à l'extérieur. Et le monde regarde la France. Et la France, c'est autre chose que ça. Voilà. Et en tout cas, si on aime la France pour ce qu'elle est, on ne peut pas, nous, se coucher. On doit être des résistants au sens gaulliste du terme. Nous sommes tous les deux gaullistes. Soyons des résistants et ne nous posons pas trop de questions, avançons et les Français seront au rendez-vous, je l'espère. Je n'ai rien à ajouter. Voilà. Donc je te remercie. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cet échange. Effectivement, gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Nous, on est en tout cas très sincères dans notre démarche, je peux vous l'assurer. On est là pour avancer et vous proposer. Et il faut élargir le cercle, comme tu dis, en tout cas pour proposer avec un maximum de monde à nos côtés qui aiment la France, une issue très construite, très sérieuse et très pleine d'espérance. Et c'est tout ce qu'on peut faire. On a besoin de vous. Donc, on se retrouvera peut-être pour un autre exercice. On verra bien comment ça se passe. D'ici là, soyez tous prudents. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci encore. Merci Nicolas. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci à la technique.